Le retour de l'Ender Dragon, supplément, les origines. L'origine du monde. Hermeline saisit son bâton de bois. Elle frappa 3 fois sur son vieux bloc de planche. Silence! Silence! La nuit tombe. Les zombies grondent. Ma torche danse. Et mon histoire commence. Frégiel avait 5 ans quand il entendit pour la première fois la légende de la création du monde racontée par la vieille femme. Cette même histoire que Rony reprendrait plus tard dans son spectacle annuel de marionnettes. Il se souvenait qu'Hermeline s'asseyait toujours au même endroit près de la cheminée, qui était toujours éteinte quand elle comptait. Elle posait une torche sur le bloc de chêne qui lui servait de table. Frégiel était le seul enfant, mais pas le seul spectateur. Les soirées où Hermeline se faisait conteuse étaient inoubliables. Elle avait toujours un gros cookie pour Frégiel. Son visage était déjà marqué par les années, mais elle portait encore sa chevelure dorée. Il se souvenait particulièrement bien de cette soirée, car son grand-père Ernald était là. Il s'était blotti contre lui en dévorant le biscuit. « Posez vos cubes et ouvrez les oreilles, reprit Hermeline après un long silence, car cette histoire n'existe dans aucun livre. C'est ma grand-mère qui me l'a racontée, comme sa mère lui avait raconté avant elle. Mais attention, c'est une vieille légende. Personne ne sait dire si cela s'est déroulé ainsi. Voilà comment on me l'a conté. Le monde! Le monde! Tu le connais, toi? Et toi? Personne? Elle regarda chacun des spectateurs droit dans les yeux, et d'un seul coup, elle souffla sa torche. La pièce sombra dans le noir, et un cri d'effroi retentit. C'était Rony, son mari. Tout le monde se mit à rire. La voix d'Hermeline invoqua à nouveau le silence. Le monde! Personne ne le connaît, car il est né du noir, d'une obscurité si dense que rien ne pouvait exister. Il n'y avait ni bruit, ni couleur. Le temps même avait peur de s'écouler. Et puis un jour, la lumière. Le visage d'Hermeline émergea des ténèbres. Elle avait allumé une citrouille lanterne, l'avait posée en équilibre sur l'un de ses coins et l'avait fait tourner comme une toupie. La lanterne éclairait toute la pièce. Comment apparut la lumière? C'est un mystère. Quand est-elle apparue? On l'ignore. Ce que prétendait ma grand-mère, c'est que la lumière révéla un chaos sans nom, un désordre plus effrayant encore que l'atelier de Rony. Ne riez pas. Regardez cette lanterne qui tourne sur la table. On jurerait qu'elle est aussi ronde qu'une boule de neige. Le monde était ainsi. Il n'avait ni forme ni sens. Il n'était que vitesse, confusion et précipitation. Il cherchait ses contours. Personne ne sait comment ni quand, mais crac! Hermeline avait frappé la lanterne qui s'était figée sur la table. Le monde se figea. Il avait trouvé le cube. Et avec le cube, il avait trouvé son ordre. Chaque cube s'alliait à d'autres pour en former de plus gros, jusqu'apparaisse le soleil, la lune, la terre, le nether et l'ender. D'autres cubes prirent la forme de cochons, de vaches et de poules, de zombies, de squelettes et de creepers. Les cubes pouvaient tout, le beau comme le laid, le mal comme le bien. Le monde les avait créés, et à présent, ils créaient le monde. Elle prit un instant de pause. Mais malgré toute cette vie, le monde semblait mort. Il y avait des forêts et des loups, des mers et des poulpes dans leurs eaux, des plaines et des zombies, des squelettes. La nuit et le jour se succédaient, et ils se ressemblaient. Chaque être répétait les mêmes gestes, mais l'univers, lui, avait perdu son mouvement. Il n'avait plus de direction. Hermeline sourit à Frégiel. « Tu comprends, mon garçon ?»« Non, dit-il. » Des rires fusèrent dans la salle. « Eh bien, vois-tu, il y avait trop d'ordre, et le monde avait besoin de déséquilibre pour continuer à se mouvoir.
Alors, un soir, naquirent les 4 premiers Enderman. Ils apparurent, comme ça, d'un seul coup, dans ce grésillement qu'on leur connaît. Ce furent les premières créatures capables de déplacer des cubes et de réordonner l'espace. Mais les Enderman ne changèrent pas vraiment le monde. Ils modifiaient son agencement, mais ne créaient rien. Alors, on vit apparaître les premiers hommes. Ils possédaient une force créatrice incroyable. Non seulement ils pouvaient déplacer les cubes, mais ils pouvaient les transformer, les agencer pour en créer de nouveaux. Hermeline soupira. Mais les hommes étaient faibles et nus. Ils partaient en forêt la journée pour couper des troncs. Ils se bâtissaient des maisons, élevaient des moutons. C'était l'âge du bois. Les hommes vivaient simplement. Ils n'étaient pas équipés pour affronter la nuit. Le rapport de force avec les monstres était si inégal que les hommes mouraient jeunes et nombreux. Un jour, dans un petit village, pas plus grand que celui-ci, naquit Auriel. Auriel était une petite fille de rien du tout, mais la légende prétend qu'à elle seule, elle allait changer le monde. Alors, Hermeline frappa à nouveau sur son cube de planche. « C'est tout pour ce soir. La suite, demain. »« Ah non !» soupira Frigiel. Il entendit le rire d'Ernald, son grand-père lui ébouriffa les cheveux et remercia Hermeline. Puis, il s'accroupit devant lui. « Tu me raconteras ?» Le visage de l'enfant s'assombrit. « Pourquoi ? Tu pars ? » ?»« Je te l'ai dit ce matin, Frigiel. Je dois m'absenter un peu. Tu dormiras chez Hermeline cette nuit. Mais je te promets que je reviendrai avec quelque chose pour toi. » Frigiel grimpa jusqu'au lit qu'Hermeline avait fait pour lui sur la mezzanine, ce qui surplombait le salon. Il y dormait trop souvent à son goût. Il s'y allongea et regarda le plafond. Il avait peur. Peur qu'Ernald ne revienne pas. Il n'avait que lui au monde. Il ferma les yeux et tenta de chasser l'image des terribles Enderman ôtant les cubes de la maison d'Hermeline en vain. La rencontre dans la forêt, non loin de la maison d'Hermeline, où Frigiel peinait à trouver le sommeil, le jeune loup rôdait, à la recherche d'un squelette. Pourquoi un squelette ? Pour les os, bien sûr. C'était un choix de vie. Dans toutes les meutes qu'il avait connues, ses congénères lui étaient invariablement apparus comme appartenant à 2 groupes, les loups engourdis et les loups aguerris. Le loup engourdi aime la simplicité. Il patiente derrière un bloc de terre et bondit sur un mouton égaré, ou pire, sur un pauvre lapin sans défense. Ensuite, il se goinfre, les dents pleines de laine et de poils. Le loup engourdi ne prend pas la peine de dépecer. Il n'a pas la patience. C'est pourquoi il devient rarement chef de meute. Devenir le chef n'est pas tant une histoire de force que d'endurance. L'endurance, c'est la quête du loup aguerri. Il sait que la nature est changeante, que ce qui est abondant aujourd'hui sera peut-être rare demain. Le loup aguerri se prépare au pire. Il endurcit son corps, teste ses limites. Il sait ainsi quel loup il est et ce dont il est capable. Il sait aussi que la facilité rend paresseux. Elle ramollit le corps et l'instinct. C'est pourquoi le loup aguerri préfère les os. L'os est plus qu'un repas, c'est toute une discipline, car l'os demande de la patience et du courage. Pour le puriste, il n'existe qu'un seul moyen acceptable de se fournir en os, la chasse au squelette. Le squelette n'est pas un repas facile, comme le lapin ou le mouton, il se mérite. Il déambule la nuit, tombé, armé d'une sorte de branche courbe qui envoie des piquants. Il se débat. Il ne se laisse pas faire. On finit souvent le combat blessé. Mais cette douleur fait du bien. Elle nous rappelle qu'on a bien les cubes où il faut, qu'on est vivant et qu'on se bat pour ça. Le loup engourdi grognera que l'os n'a pas de goût. Il a tort. C'est vrai qu'il faut dompter sa frustration pour ronger un os, car l'os ne se dévore pas. Il se déguste, fibre par fibre, des heures durant. Et lorsqu'on a pris le temps d'accoutumer son palais, on découvre qu'ils ont tous un goût différent. Chez les loups aguerris, on dit que le squelette des steppes ardentes a un petit goût fumé, que celui des plaines fleuries de Mérem possède une saveur de lilas. Un vieux loup
lui avait dit un jour que le meilleur os du monde était l'os gris d'un squelette particulièrement combatif. Un squelette qu'il avait chassé un jour où il s'était perdu dans une grotte étrange tapissée de lave. Tous les squelettes de la forêt d'Ardan n'avaient pas le même goût. Certains avaient une saveur d'herbe, d'autres de sève, d'autres encore révélaient une touche de miel et de viande séchée. C'étaient ceux qu'il préférait. D'ailleurs, il aurait été prêt à en mettre sa patte au feu. Celui qu'il observait ce soir était de ceux qui ont l'os sucré et cet arrière-goût de viande séchée. Il avait beau être un jeune loup aguerri, il aimait l'odeur de la viande. C'est ce qui rendait son choix de vie si dur. Il en avait goûté le jour de son sevrage. C'était un morceau de mouton encore sanguinolent. Il avait trouvé cela si bon qu'il en avait eu peur. Son instinct lui avait soufflé qu'une bouchée de plus le rendrait dépendant. C'était ce jour-là qu'il avait décidé de s'endurcir. Ces squelettes au fumet si enivrant n'étaient pas une entorse à sa philosophie, car ils étaient souvent plus combatifs que les autres. Celui-là marchait beaucoup. Il était apparu près d'un petit village, et il faisait le tour de l'enceinte en bois. Il semblait chercher une entrée. Cela arrangeait le loup, car ce faisant, le squelette ne prêtait aucune attention à ce qui l'entourait. Il lui tournait le dos même. Le loup décida de s'approcher. Il se cacha derrière un épais bloc de feuilles. Le squelette semblait chercher quelque chose. Il marchait sur place, ses genoux contre un bloc de planche qui puait franchement l'humain. Cette odeur semblait le rendre fou. Le loup n'avait jamais compris les bipèdes. Leur comportement était si étrange qu'il y avait renoncé. Le loup était tout près. 2 blocs d'herbe le séparaient de son repas. Il se ramassa, ses pattes arrière prenant un appui ferme dans la terre, mais au moment où il allait bondir, le squelette se mit à courir. Il ne semblait pas avoir perçu la présence du loup, mais il courait à en perdre haleine, et rien n'excitait plus l'instinct d'un loup que les doux craquements d'un squelette courant devant lui, le dos tourné. Le grincement tendre des côtes contre la colonne vertébrale, le crépitement de la rotule contre le fémur. Il le prit en chasse, la langue pendante. Devant lui, le squelette s'arrêta. Il tira sa branche courbe et projeta ses pics dans l'obscurité. Mais vers qui? Le loup fit un bond sur un bloc de pierre que la ramure d'un chêne protégeait des rayons de lune. Il y avait un sentier, et sur le sentier, un humain. Un petit humain, un louveteau d'humain, un humaino. Oh, il ignorait comment ça s'appelait. Celui-ci ne braillait pas comme les autres. Il était immobile et fixait le squelette avec un courage incroyable. Les piquants se plantaient à côté de lui, ses yeux bleus étaient grands ouverts, ses dents claquaient et son corps tremblait sûrement de rage. D'ailleurs, le loup s'étonna de voir 2 ruisseaux scintillants couler des yeux de l'humaino. Ce devait être de la salive, mais là où elle venait de la gueule chez les loups, elle provenait probablement des yeux chez les humains. Peut-être avait-il faim? Cette pensée lui fit peur. Il avait suivi ce squelette durant des heures, et maintenant, ce louveteau d'humain regardait son repas avec ses tremblements rageurs et sa salive oculaire. Mais il n'avait pas mérité ce squelette. Il lui fallait agir avant que l'humain ne passe à l'attaque. Alors il bondit, mordit sa proie au tibia. Le squelette s'énerva et lui asséna un coup de branche sur la tête. Mais le loup tenait bon. Il secouait la tête pour lui faire perdre l'équilibre. Le combat durait et le loup sentit une émotion inconnue lui serrer le ventre. Le petit humain n'avait pas bougé d'une griffe. Il le regardait, toujours tremblant de colère et trempé de salive, mais il maîtrisait sa faim et sa rage. Il avait compris que ce n'était pas sa proie, et malgré l'envie qui le dévorait de l'intérieur, il avait trouvé l'humilité de la lui laisser. Jamais le loup n'avait vu d'humain si respectueux et si aguerri. Un coup de genou l'atteignit alors à la gorge. Le squelette lui échappa, fit 3 pas rapides en arrière, tira sur sa branche, un piquant transperça le flanc du loup. Il jappa de douleur. Il eut aussitôt honte de démériter ainsi face à l'humaino.
Il sauta au cou du squelette et lui brisa la nuque. 2 os tombèrent sur l'herbe. Il voulut en prendre un pour l'offrir à son nouveau compagnon. Mais alors, il sentit sa blessure lui mordre les côtes. L'adrénaline du combat avait disparu. Et la fatigue et la douleur l'avaient pris par surprise. Il s'allongea sur l'herbe. L'humaino le regardait avec ses grands yeux bleus. Il avait le poil brun et la peau claire. Il s'avança. Le loup lui désigna l'os pour qu'il comprenne. Mais le petit homme s'accroupit près de lui et voulut saisir sa tête dans ses pattes nues. Le loup se dressa et s'écarta. Se lécher la fourrure, c'est pour les louveteaux qui têtent encore leur mère. Devant lui, le petit humain plongea sa main dans une sorte de grand repli de peau. Il en tira un morceau de mouton encore sanguinolent et lui tendit. Le loup hésita. Devait-il l'accepter? Son instinct lui disait que oui. Il lui disait que cet humaino avait respecté le code de la chasse. Il disait que cette viande, il l'avait méritée, que ce n'était pas de la dépendance, c'était de la fraternité, la fraternité de la meute. Auriel. Comme la veille, la vieille femme tendit un cookie à Frigiel. Puis, selon son rituel, elle s'assit sur son bloc, frappa 3 coups de son bâton de bois et récita « Silence, silence ! La nuit tombe, les zombies grondent, ma torche danse et mon histoire commence. » Frigiel regardait Hermeline avec un grand sourire. Il avait hâte d'écouter la suite de l'histoire. Ernald était rentré dans la journée, comme il l'avait promis, et lui avait rapporté une jolie épée de bois. Ça l'avait rassuré. Mais ce soir-là, son sourire avait une autre origine. Depuis la nuit dernière, il avait un secret. Il avait fait un cauchemar. Il avait rêvé d'Ernald attaqué par un Enderman. Il pouvait voir son grand-père devant la palissade, juste à l'entrée du village. Il mourait tout près, sans que personne ne s'en rende compte. Frigiel se voyait aussi dormir dans la maison d'Hermeline, et il s'appelait lui-même, en vain. C'est alors qu'il s'était réveillé. Il tremblait. Tout ça n'était qu'un rêve. Ou avait-elle vraiment vu quelque chose? Il s'était réellement appelé à travers ses rêves? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Il fallait sortir du village et constater de ses yeux qu'Ernald n'y était pas. Maintenant qu'il était assis au chaud, blotti dans les bras de son grand-père, sa réaction de la nuit dernière lui semblait insensée. Mais il n'avait aucun remords. S'il n'était pas sorti, s'il n'avait pas failli mourir face à ce squelette, il n'aurait jamais rencontré ce loup. Un extraordinaire loup blanc qui l'avait sauvé. Il trépignait à l'idée de sortir à nouveau cette nuit et de voir s'il serait au rendez-vous. Il apporterait quelques os pour l'apprivoiser. Et il aurait un compagnon qui lui tiendrait compagnie pendant que... Frigiel? La vieille conteuse le regardait en souriant. « Tu rêves, mon garçon. »« Pas du tout, mentit-il, de peur qu'elle ne pose des questions. »« Alors, qu'est-ce que je disais ? Qu'Auriel avait changé le monde ?» Hermeline lui rendit un regard à la fois tendre et suspicieux. C'est ce que prétend la légende. Elle l'a décrit ainsi. Auriel était un tout petit brin de fille, et elle allait révolutionner le monde. Vous vous souvenez que nous étions à l'âge du bois, et que les hommes étaient totalement à la merci des créatures de la nuit. Les spectateurs hochèrent la tête en silence. Eh bien, on raconte qu'Auriel fit une découverte qui renversa cet état de fait. Mais avant d'aller plus loin, je vous préviens, cette histoire est une vieille fable. Personne ne peut prouver que cela s'est réellement passé ainsi. Si les gardes de lumière de notre bon roi viennent un jour vous questionner, n'en parlez pas comme d'une vérité, car ils vous emprisonneraient. Elle prit le temps de s'assurer que chacun avait compris. Puis, elle reprit. On dit qu'Auriel découvrit que dans chaque cube réside une énergie secrète. Un peu comme l'énergie présente dans la redstone et dans les éléments que nous utilisons pour fabriquer les potions de lenteur ou de poison. J'ai oublié le principe, car cela fait des années maintenant que les mages ont été exilés. Mais bref, ma grand-mère affirmait qu'à force d'entraînement, Auriel devint la première mage de l'histoire. Elle prétendait que cette petite fille permit aux gens de son village
de conquérir la nuit. Attention, la magie n'était pas sans danger. Auriel faillit mourir à plusieurs reprises, mais grâce à elle, les hommes descendaient plus profondément dans les grottes. Ils eurent accès au fer et firent des pioches et des épées en fer. Grâce à ces armes, ils accompagnèrent Auriel plus profondément encore, et ils trouvèrent de l'or, de l'obsidienne, du diamant. Grâce à elle, on dit qu'une caste de guerriers vit le jour pour protéger les villages. On dit aussi qu'on put construire des villes plus grandes, cultivées, élevées, en sécurité. Hermeline laissa planer un bref silence. Orony, son mari, le brisa avant elle. Comment peux-tu encore affirmer que ce ne sont que des histoires? C'est évidemment la vérité. Les guerriers n'auraient jamais existé sans la magie. Tu as les mémoires bien courtes. Avant que le roi Lude ne l'interdise et crée ses gardes de lumière pour traquer les derniers mages, cette histoire était considérée comme vraie. Hermeline haussa les épaules. Non, Rony, cela a toujours été une légende. La magie est mauvaise. Regarde ce qu'est devenu Ascar Rogue. Elle ne peut avoir été la source de notre civilisation. C'est impossible. Le montreur de marionnettes s'approcha de la lumière. On a tous grandi avec cette histoire, et tu continues à la conter. Peut-être qu'elle est fondée, mais que tu as peur de te l'avouer. Hermeline s'était levée. Autour d'eux, les rires naissaient sur toutes les lèvres, car on avait l'habitude de leurs disputes. Mais Frigiel écoutait attentivement. Il avait la sensation que le sujet de ce débat était crucial, et qu'il l'accompagnerait toute sa vie. « C'est ton point de vue, dit-elle. Si tu crois aux légendes, c'est ton choix. Auriel a formé Valdis, qui est devenue reine. Or, tu as vécu sur le règne de Valdis. Oui ou non? Oui, mais ça ne prouve pas qu'Auriel a inventé la magie, ni créé les guerriers, ni que la magie est bonne d'ailleurs. Non, ça ne le prouve pas. Mais c'est sous son influence que les premiers aventuriers repoussèrent les frontières des Farlands, sous le règne de Valdis, qu'on découvrit le monde dans lequel nous vivons. Et plus loin encore, le Nether, puis l'Ender. Grâce à Auriel, puis Valdis, on tua l'Ender Dragon. Tout ça, nous le devons à la magie, pas à Ludlow. Frigiel essaya d'imaginer l'Ender Dragon. Du haut de ses 5 ans, il en faisait un monstre composé de ce qu'il connaissait. Des pattes arrière de lapin, des pattes avant de poule, une tête de mouton. Il était tellement concentré qu'il n'entendit pas Hermeline frapper les coups qui clôturaient la séance de conte. Pour la première fois, il fut heureux que la soirée se termine. Il rentra avec Ernad et se coucha si vite que son grand-père parut surpris. Il s'était procuré quelques os qu'il serrait contre sa poitrine, en faisant semblant de dormir. Il se sentait excité. Il attendit d'entendre le ronflement d'Ernad pour sortir. Il marcha sur la pointe des pieds jusqu'à la porte du village, et il l'attira lentement. Le loup était là, assis sur le chemin. Il s'approcha, et il le laissa faire. Le garçon tendit un os. Le loup le mangea. Il en tendit un autre. Plus il mangeait, plus il semblait à Frigiel que le loup acceptait sa présence. Alors, il tira un petit collier rouge qui lui passa autour du cou. Le loup lui lança un regard reconnaissant. Un regard de chien. Fluffy, dit doucement Frigiel. C'était le nom qu'il lui avait choisi. Les personnages. Frigiel. Frigiel a 15 ans maintenant. Il a grandi à Laniel, un petit village de la forêt d'Ardan. Ses parents sont morts dans les conditions mystérieuses, lorsqu'il était petit. C'est son grand-père Ernald qui l'a élevé. Il lui a promis de lui révéler un jour les circonstances de leur disparition. Mais il voyage tellement qu'il a à peine le temps de s'occuper de son petit-fils. Pourtant, si vous demandez à Frigiel de parler de son enfance, il vous répondra avec un grand sourire. Il vous racontera les veillées autour du feu, les contes palpitants de la vieille Hermeline, les hilarants spectacles de marionnettes de Rony. Pour lui, Laniel est plus qu'un village, c'est une famille. Et pour l'adolescent, il n'y a rien de plus important que la famille, les amis et son chien Fluffy. Hermeline dit souvent de lui « Ce petit ira loin, c'est toujours le premier à voir quand il y a un os dans le slime ». Ça fait sourire Frigiel, car avec
toutes les catastrophes qu'Ernald laisse derrière lui quand il part en voyage, se préparer au pire est devenu une seconde nature. D'ailleurs, il déteste que les choses restent dans l'ombre. S'il y a un conflit, il tente de trouver une solution. Si une explication lui semble trouble, il se renseigne pour en savoir plus. Si on lui ment, alors il se met dans une rage noire, car il n'y a rien qu'il déteste plus que le mensonge. Fluffy. Fluffy est le chien de Frigiel et son meilleur ami. Ce fidèle compagnon est un sacré casse-cou qui se lance sans réfléchir sur les ennemis ou dans les flammes pour protéger son maître, ou tout simplement car il adore les os de squelette. Même s'il a le don de mettre Frigiel dans des situations compliquées, Fluffy est un exemple, car ce chien blanc ne perd jamais courage. Pour lui, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des défis. Il affronte tous les obstacles avec joie et bonne humeur, et ça, c'est une qualité bien rare. Arnald, 65 ans, est le grand-père de Frigiel. Il parle beaucoup de ses expériences de jardinage, mais peu de lui. Encore moins des parents de Frigiel. Homme mystérieux et peu loquace, il s'éclipse souvent pour aller vendre des légumes du potager à la ville. À chaque fois qu'il s'en va, une catastrophe éclate, et c'est Frigiel qui doit tout réparer. Il se souvient encore de sa tentative de culture de champignons. En partant, Ernald a malencontreusement renversé de la poudre d'os dessus. Pendant la nuit, les champignons sont devenus si grands qu'ils ont percé le toit de la maison. D'ailleurs, Frigiel n'est pas dupe. Il sait depuis longtemps qu'Ernald en connaît bien plus sur la mort de ses parents qu'il ne veut bien l'admettre. Il pense que ses voyages n'ont pas grand-chose à voir avec l'agriculture. Mais il n'ose pas trop poser de questions. Il a trop peur de découvrir qu'Ernald lui ment. Du reste, Ernald a eu un passé politique. Il était jeune aventurier et conseiller de Ludlow, avant qu'il ne devienne roi. Il connaît tant de secrets qui seraient à même de mettre la vie de son petit-fils en danger, qu'il a choisi de se taire. Il vous dira que c'est pour le protéger. Il a tant souffert de la mort de sa fille. Il en porte encore la terrible culpabilité. Elle soile. C'est en contemplant les immenses arbres et les temples en ruine de la jungle que Taranka Kabel a développé son goût de l'architecture. Il a le compas dans l'œil et la main sûre. Inlassable bâtisseur, il s'émerveille de tout. Les pistons d'une porte secrète, les câbles de redstone d'un interrupteur peuvent le fasciner pendant des heures. Quand il bâtit un escalier ou un pont, il ne peut pas s'empêcher d'y ajouter de petits détails ingénieux ou esthétiques. Mais le rêve de ce jeune garçon de 19 ans, c'est de devenir un héros comme son père Darin, le brave Dakan. Darin a été le plus jeune officier de l'histoire. Il a accompagné les célèbres jumeaux Ludlow et Ascarrog jusque dans l'Ender Dragon pour vaincre l'Ender Dragon. Cette épopée a marqué le père d'Abel. Il en parle peu. C'est un homme exigeant qui a élevé son fils comme un brave. Pourtant, Abel semble bien loin de l'image qu'on se fera d'un soldat. Il est bavard et drôle. Il a un langage aussi fleuri que ses constructions et ponctue ses phrases de tête de golem et de dague ripée ou quoi. Abel a le cœur dans la main. C'est un ami fidèle, mais il est têtu comme de la bedrock. Il croit tout ce que son père lui a raconté, et celui qui le fera changer d'opinion n'est pas encore né. Il a une vision très tranchée de la vie. Il pense que les mages sont dangereux, que la magie rend fou, et que tout ce que dit le roi est vrai. Pembroke. Alice a 18 ans. Elle vit à Reverso, ville secrète créée dans les souterrains de Poibad par Dangor, le chef de la guilde des voleurs. C'est la plus talentueuse de tous ces brigands. Mais ne vous y trompez pas, Alice n'a pas échoué là malgré elle. Elle a quitté sa famille très jeune, pour fuir des parents trop protecteurs. Être voleuse est à la fois pour elle une façon de les provoquer et de découvrir les coulisses du monde. Alice ne veut dépendre de personne. Son enfance lui a donné un farouche besoin d'indépendance. C'est pourquoi elle lit énormément. Elle a soif de connaissances. Elle ne prend rien pour acquis et remet tout ce qu'on lui dit en cause.
Si elle prend parfois des décisions contre sa propre intuition ou si elle paraît égoïste, c'est qu'elle a peur de se retrouver emprisonnée dans un lieu ou une relation. Charmeuse, extrêmement intelligente, elle est passionnée par l'histoire du monde. Son scepticisme et son érudition lui donnent quelques longueurs d'avance sur Frigiel et Abel, en ce qui concerne l'histoire officielle du monde. Elle connaît toutes les rumeurs, toutes les histoires noires qui courent les rues, bref, l'histoire officieuse du monde. Ludlow. À 80 ans, le roi Ludlow a gardé les larges épaules de sa jeunesse. Elles sont les derniers vestiges de celui qui fut le plus puissant guerrier de l'histoire du royaume. On dit qu'il était si solide et courageux qu'un jour, il prit un creeper dans ses bras pour protéger ses soldats. L'explosion du monstre n'a pas laissé la moindre égratignure sur son corps. Ludlow est à présent un roi usé. Le temps a voûté son dos et blanchi ses cheveux. On le dit pétri de remords. Il n'a jamais su oublier le duel qui l'opposa à Ascarrog, son frère jumeau, pour s'emparer du pouvoir. À la suite du combat, Lud avait pris sa place sur le trône et aussitôt fait interdire la magie. Certains pensent qu'il regrette sa décision et l'exil des mages qui suivit. D'autres pensent que la séparation avec son frère l'a tant attristé qu'il ne croit plus en rien depuis. Ascarrog. Le frère jumeau de Ludlow fut un magicien réputé. Il n'a jamais eu la carrure de son frère. C'était un homme discret, mince et afflubé d'un léger bâtiment. Extrêmement doué pour la magie, formidablement puissant. On dit qu'associé à son frère, ils formaient un duo invincible. C'est ensemble qu'ils vainquirent l'Ender Dragon. Mais Ascar était un jeune homme orgueilleux, et sa magie lui monta à la tête. Suite à son duel avec Lud, il fut enfermé dans une prison de Bedrock, au fin fond des Farlands. Certains prétendent qu'il s'en est échappé, encore bien plus dangereux qu'alors. Il aurait développé sa magie au point de la révolutionner. Dragon. Ce dragon mythique habite l'Ender, un amas de roches vertes flottant dans le vide. Cette créature immense qui crache d'énormes boules de feu est capable de se régénérer. C'est pourquoi l'Ender Dragon eut longtemps la réputation d'être invincible. Son immortalité supposée en fit très vite aux yeux des hommes le symbole du mal et le maître des créatures qui peuplent la nuit. Mais l'Ender Dragon n'était pas immortel. En le tuant, Ludlow et Ascarrog l'ont prouvé. Les zombies, les squelettes et autres creepers hantent toujours la nuit. Alors, d'où vient le mal? Vient-il de la magie?